Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Active et Bénie, le podcast qui inspire les femmes et les aide à s'élever, s'épanouir et à rester alignées, même au cœur des tempêtes de la vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour un épisode profondément humain et nécessaire. On va parler de ce que nous vivons toutes, parfois en silence, les émotions, les épreuves, les moments où tout semble vaciller. Et pour en parler avec justesse et profondeur, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Enda Cheribi. Bonjour Enda, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Nathalie, merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être là pour cette émission. Ravie également, c'est un plaisir partagé. Alors avant d'entrer dans le cœur du sujet, Enda, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditrices et nous partager ton parcours? Oui, bien sûr. Je suis Enda Cheribi, je suis auteure du livre L'éclosion d'une femme forte, de la désillusion à la réalisation de soi, que voici. Et je suis également facilitatrice d'épanouissement personnel. J'ai créé l'accompagnement individuel en ligne L'Effet Papillon. J'aide les femmes qui ont vécu des épreuves douloureuses comme le deuil, la maladie, le divorce ou la séparation, à rebondir et à se relever pour s'accomplir afin de réaliser leurs rêves. Et dis-moi, Enda, qu'est-ce qui t'a particulièrement intéressé dans la gestion des émotions? Parce que c'est le sujet central de cet épisode. Dans ton accompagnement, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette thématique? Alors c'est important la gestion des émotions, en effet, pour pouvoir se relever, pour pouvoir se réaliser, puisque c'est important de pouvoir reconnaître quelles sont ces émotions, surtout quand on ressent des choses, parfois on ne sait pas l'expliquer. Donc c'est la capacité à les reconnaître, parce que quand on les reconnaît, après on apprend à mieux les écouter, leur laisser de la place et pouvoir mieux les gérer. Merci. Est-ce qu'il y a un moment clé, une épreuve qui a changé ta manière de voir la vie, dont tu témoignes justement dans ton livre, une épreuve que tu veux, un moment Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que j'ai vécu plusieurs épreuves douloureuses, et notamment le deuil, après la perte d'être cher. Et après ma phase, voilà, on va dire le deuil, de toute façon on n'en sort pas vraiment en fait, on apprend à vivre avec. Et donc après quelques temps où je me suis laissée sombrer, j'ai compris qu'il fallait aussi, au-delà de ça, savoir vivre avec le deuil. Donc c'est quelque chose qu'on comprend au fil du temps. Et une fois que j'ai réalisé ça, j'ai compris que pour honorer mes êtres chers qui n'étaient plus là, c'était aussi prendre soin de moi et pouvoir faire attention à ce que je ressens, etc. Merci. Et si on devait poser des bases simples, comment définirais-tu une émotion avec des mots simples? Oui. Alors, une émotion, c'est une sensation qui nous traverse. C'est-à-dire que, en fonction du moment que nous allons vivre ou de l'expérience que nous allons vivre, donc ça peut être l'effet de la surprise, ça peut être la peur, le stress, ça peut être la colère. Et donc c'est une sensation qui va nous traverser. Ça se décrit par quelque chose qui traverse dans notre corps. Donc on ne sait pas ce que c'est, puisque on n'a pas été éduqué pour ça, pour reconnaître nos émotions. Dans cette société, on a été formaté, je dirais. Donc du coup, on n'apprend pas à écouter nos émotions. On entend souvent dire qu'il faut gérer ses émotions, mais pourquoi est-ce si difficile en réalité de les accueillir? Alors, c'est difficile de les accueillir parce que les émotions, elles arrivent de manière assez instantanée. C'est-à-dire que parfois, ça arrive, on ne comprend même pas que c'est une émotion. Ça arrive brusquement et on agit de manière aussi instantanée, puisque selon qui on est, comment on a grandi, si on a confiance en nous ou pas, on peut réagir de la mauvaise manière, puisqu'on agit de manière instantanée, on ressent l'émotion de manière instantanée, on ne sait pas la définir, on ne sait pas ce que c'est, et donc on ne réagit pas de la bonne manière. Et justement, quelle différence fais-tu entre refouler, contrôler et vraiment accueillir une émotion?
Alors, refouler, c'est qu'on va ignorer ce qui se passe en nous. Et du coup, si on ignore, ça nous fait du mal, déjà d'une part. Et ça fait mal aux personnes autour de nous. Et puis, donc, si on veut contrôler notre émotion, c'est différent, parce que refouler, ça veut dire ne pas la reconnaître, alors que la contrôler, c'est la reconnaître et savoir comment je vais la gérer. Donc, il faut savoir analyser déjà ce que je ressens, ce qui se passe dans mon corps, pour savoir après comment je dois réagir. Donc, je vais réfléchir à ma façon de faire. D'accord, donc c'est une forme d'introspection Voilà. sur comment réagir et ne pas laisser Oui. se laisser Submerger. submerger. Voilà, parce que des fois, par exemple, si on prend l'exemple d'une dispute, je me dispute avec une personne, le ton monte. Si on continue, ça va monter, crescendo, et donc à un moment donné, il faut savoir dire stop, prendre un peu de temps pour se recentrer, pouvoir accueillir ce qui se passe en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le ton monte? Pourquoi on s'énerve? Et quand on va analyser, le fait de se poser un peu, peut-être de sortir, aller faire un tour, revenir, ça permet de discuter après à tête reposée et de ne pas revenir dans la dispute. C'est-à-dire que la dispute ne va pas s'envenimer. Alors que si je reste dans cette dispute et que je n'accueille pas ce que je ressens à ce moment-là, cette émotion, ça va aller beaucoup plus loin. On rumine en fait. Voilà, on rumine et puis selon la personne qui est en face de nous, si elle-même aussi ne contrôle pas son émotion et la refoule, ça crée des situations qu'on connaît aujourd'hui, les violences, les mauvaises paroles qui vont sortir alors que c'est pas ce qu'on pense, blesser, etc. D'accord. Bon. Dans la vie, on traverse tous des périodes plus ou moins difficiles. Selon toi, pourquoi certaines épreuves nous impactent beaucoup plus que d'autres? Et lesquelles peut-être Enfin, tu as donné des exemples, mais... Oui. Alors, du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, il y a des situations qu'on va vivre dans la vie qui parfois vont être plus difficiles à vivre que d'autres. Pourquoi? Parce que quand les épreuves que nous allons vivre touchent des personnes proches, ou bien des attaques vont venir de personnes proches. Par exemple, si on prend quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui de manière indépendante, veut créer son entreprise, parfois dans son entourage, on est souvent critiqué, on ne comprend pas pourquoi on veut arrêter le salariat, etc. Tu avais un CDI, pourquoi tu t'en vas, pourquoi tu quittes le CDI? Si je prends cet exemple-là, par exemple, on ne s'attend pas à ces attaques-là. Donc parfois, ça va nous toucher parce que ça vient des personnes proches. Par contre, si c'est quelqu'un qui est à l'extérieur de notre cercle proche et qui nous dit oh, mais pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat, je ne comprends pas, etc., ça ne va pas nous toucher. Donc c'est un peu cet exemple-là que je prends, et ça c'est toutes les épreuves en fait qui vont, ça va être un peu comme ça, c'est-à-dire que si c'est des situations qui nous touchent et qu'on a vécu, soit ça va toucher, concerner des proches, par exemple si on prend l'exemple du deuil, si on perd une personne chère, effectivement, on va vivre le deuil différemment et ce sera beaucoup plus long. Alors que si c'est un ami qui va nous dire qu'il a perdu sa grand-mère, que nous n'avons jamais rencontrée, ça ne nous touchera pas de la même manière. Donc voilà, c'est en fait le lien affectif avec les personnes qui font que les épreuves vont être beaucoup plus difficiles à vivre que s'il n'y a pas de lien d'attachement finalement. Donc il y a toujours cette figure d'attachement qui fait qu'on va se sentir beaucoup plus touché que si il n'y avait pas d'attachement, de lien d'attachement. C'est l'affect qui joue aussi voilà. sur effectivement, c'est l'affect qui joue énormément. Voilà. Et quand ce que tu le décris dans ton livre, hein, l'éclosion d'une femme forte, les différentes épreuves que tu as pu vivre, et est-ce que tu pourrais nous dire, quand tout semble s'effondrer autour de nous, comment on fait pour rester debout intérieurement? Quelle force on va puiser? Comment Alors, ce que je peux vous dire, c'est que déjà dans les épreuves, lorsqu'on vit des épreuves, sur le moment c'est dur parce qu'on est submergé, on ne voit pas le bout, on a l'impression qu'on est noyé, etc. Donc à un moment donné, il faut pouvoir se raccrocher à certaines choses. Et moi, dans ce que j'ai vécu,
Il y a certaines épreuves où je me suis raccrochée beaucoup à mon fils, déjà, qui était petit, il avait 6 ans à l'époque, et puis à ma foi. Parce qu'à un moment donné, il faut se raccrocher à quelque chose, donc il faut trouver quelque chose qui va faire que on va se battre, on va pouvoir continuer à avancer. Parce que si on abandonne, on laisse tomber, on ne peut pas se sortir des difficultés, des épreuves. Donc il faut trouver à quoi se raccrocher. Donc tout le monde n'a pas forcément les mêmes choses à quoi se raccrocher, mais moi, ça a été mon fils et ma foi. Ok. Et quelles sont les erreurs que tu observes le plus souvent chez les personnes qui vivent des moments difficiles? Parce que des erreurs, on en fait tous. Oui. Euh, on est, comme tu disais tout à l'heure, parfois on est submergé par les émotions. Oui. On n'a pas toujours le contrôle sur les événements, les circonstances. Donc, quel type d'erreur on peut faire dans ces cas que tu as pu faire Alors, c'est vrai que quand c'est comme ça, souvent, on a tendance à s'isoler. Et c'est une erreur qu'on fait, en fait, de s'isoler parce que on est déçu par certaines personnes, effectivement, qui ne nous tendent pas la main au moment opportun, donc qui vont nous tourner le dos. Je pense aux amis, je pense à la famille. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a l'impression qu'on est seul et on ne va pas aller voir ailleurs. Alors qu'il existe des aides extérieures, il y a des mains tendues. Il y a, de nos jours, il y a des accompagnements qui existent, il y a des femmes qui ont des missions pour aider les femmes, notamment moi dans mon cas aujourd'hui, grâce à tout grâce ou parce que j'ai vécu toutes ces épreuves-là, dirons-nous, j'ai développé un accompagnement justement pour aider toutes les femmes qui ont vécu les épreuves similaires que j'ai traversées. Et effectivement, il faut savoir se faire aider à un moment donné. Il ne faut pas rester seul, il ne faut pas rester isolé. C'est pas parce que nos proches nous ont tourné le dos que nous sommes forcément seuls. Donc il faut savoir accepter une aide extérieure. D'accord. Donc s'entourer. Voilà, s'entourer. Donc déjà ça peut être de s'entourer. Aujourd'hui il existe des associations aussi qui peuvent accompagner. Voilà, ça peut être par exemple, je prends la Maison des Femmes. Il existe des associations aussi qui peuvent aider quand on est en difficulté, voilà, je veux dire, sociale ou de précarité. Il y a des associations qui existent. Alors selon les villes, les noms sont différents, mais vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie, vous pouvez vous renseigner auprès de la CAF, puisque la CAF aussi, quand les mamans sont isolées, vous pouvez rencontrer une assistante sociale. Voilà, il y a toutes sortes d'aides qui sont faites aujourd'hui pour accompagner les femmes. Donc des aides à la fois de l'État, des associations, exactement. Et puis des accompagnements comme tu proposes. Voilà, tout à fait. Pour faire un bilan et... Voilà, c'est surtout aussi, moi mon accompagnement c'est travailler aussi sur les mécanismes de blocage, puisque quand on vit des épreuves, souvent il y a un traumatisme qui est là. Et le traumatisme, tant qu'on n'a pas posé des mots dessus, donc comme on dit les mots MOTS, c'est pour soigner les mots MAUX. Donc si on n'a pas travaillé sur ce traumatisme-là, on ne peut pas avancer. Donc il faut déverrouiller un peu les mécanismes de défense, déverrouiller les blocages pour pouvoir après commencer à travailler sur sa reconstruction. Et tant qu'on n'a pas fait ça, c'est compliqué aussi. Oui, comme tu dis, les mots permettent de soigner les mots dont on peut souffrir. Tout à fait. Et est-ce qu'on peut vraiment trouver du sens à la souffrance, à tout ce vécu que l'on peut vivre ou qu'on peut avoir vécu justement par le passé, trouver du sens à ce... Toi, tu as trouvé du sens à... Oui, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que les épreuves que l'on traverse, sur le moment, elles sont douloureuses, c'est vrai. Ça blesse, ça crée des blessures, ça crée des traumatismes, mais ça crée aussi des leçons, ça donne des leçons de vie. C'est-à-dire que dans la vie, en fait, quand on comprend à un moment donné, justement, je parlais de la foi tout à l'heure, quand on est dans la foi, quand on est croyant et qu'on se raccroche à sa foi, on comprend que dans la vie, il y a des épreuves. Et nul ne peut supporter des épreuves. Voilà, c'est-à-dire que Dieu nous a tous donné des épreuves et c'est des épreuves qu'on peut supporter. Il ne nous donnera pas des épreuves qu'on ne peut pas supporter. Donc à un moment donné, c'est des leçons de vie. Donc on apprend justement de ses erreurs, on apprend de ses difficultés et les leçons qu'on a apprises justement, ça permet aussi de nous
de nous dépasser et d'avancer, et permettre aussi d'aider les autres autour de nous. Oui, les difficultés, les échecs sont des apprentissages, comme disait Nelson Mandela, je n'échoue pas, j'apprends. Exactement, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Exactement, oui. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça, la citation de Nelson Mandela. D'accord, merci. J'aimerais maintenant qu'on reparle d'un cas concret. Quels sont 2 ou 3 outils simples que tu pourrais donner aux auditrices, aux auditeurs aussi, qu'elles pourraient appliquer dans leur quotidien pour mieux vivre leurs émotions? Alors déjà, moi je dirais qu'il faut apprendre à respirer, parce qu'on ne sait pas respirer. Ça c'est... moi j'ai mis des années avant de savoir respirer. Alors que ça a l'air tellement simple. Ça a l'air tellement simple, mais quand je dis ça, c'est dans le sens où des fois, ne serait-ce que de respirer, déjà ça change la donne. C'est-à-dire que si je sens que j'ai un sentiment de colère, de tristesse ou d'angoisse, si je vais respirer, je vais prendre le temps de respirer. Donc d'ailleurs des exercices qui s'appellent la cohérence cardiaque, qui existent pour apprendre à mieux respirer et permet d'évacuer en fait tout ce qui va être mauvais en nous. Donc le stress, la colère, l'angoisse, la frustration, etc. Et ça permet de mieux vivre. Apparemment, la cohérence cardiaque permet de gagner des années de vie, pardon. Oui, ça réduit le stress. Voilà, ça réduit le stress. Donc, stress. voilà, donc apprendre déjà à respirer. Déjà, ça permet de mieux accueillir nos émotions. Oui. Parce que c'est vrai que si quelque chose nous traverse au moment où on va vivre cette émotion et qu'on sait respirer, le fait de... Je respire et déjà j'accueille et je ne vais pas réagir tout de suite. Je vais savoir quoi faire. Et peut-être je vais parler au lieu de crier, je vais peut-être dire pour le moment on ne parlera pas maintenant mais on parlera plus tard parce que là je ne peux pas. Voilà, c'est permettre de temporiser et pouvoir réagir par la suite et pas tout de suite. Donc faire les choses en conscience voilà. Et prendre le temps aussi. Exactement, prendre le temps. D'apprendre à mieux respirer, d'être conscient. Exactement, parce qu'il ne faut jamais agir dans la précipitation, surtout quand on vit des émotions. Donc, moi j'avais entendu une histoire, par exemple, une famille dont le fils s'était expatrié. Pendant des années, sa mère ne l'avait pas revu, peut-être pendant une vingtaine d'années. Et puis il est revenu lors du mariage de son frère, il a voulu faire une surprise à sa mère. Et la maman, qui n'avait pas vu son fils depuis une vingtaine d'années, donc il y a des personnes autour qui lui ont dit « Oui, mais pourquoi tu ne ferais pas ce repas-là, etc. etc. » Donc elle a préparé tous les plats, sans le savoir, préférés de son fils. Son fils est revenu, donc il a tapé à la porte, elle a été ouvrir la porte, et quand elle a vu son fils, elle était tellement heureuse qu'elle n'a pas su maîtriser sa joie, donc c'était une émotion, et elle a fait une attaque, et elle est décédée. Voilà, c'est là où on comprend l'importance de la gestion des émotions, parce qu'effectivement, que ce soit de la joie, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, l'angoisse, etc., ce sont des émotions, mais il faut apprendre vraiment à gérer ces émotions. Trop de joie, c'est pas bon, trop de colère, c'est pas bon. Faut savoir gérer. Donc ça, c'est l'exemple. Des histoires comme ça nous permet vraiment de prendre du recul et de comprendre aussi que d'où l'importance de la gestion des émotions. D'accord, merci pour ce conseil. On parle souvent du mental, la gestion des émotions au niveau mental, mais quel rôle joue le corps dans tout ça? Alors, le corps, effectivement, quand on parlait tout à l'heure d'une sensation, le corps, il va nous envoyer un signal. Donc, c'est souvent, c'est un signal. Donc, ça veut dire, ça peut être, je sens de la chaleur dans mon ventre, ça peut être les mains moites, mes mains qui vont se serrer, mon cœur qui va s'emballer, la sueur, toutes sortes de choses qui vont être un signal. Donc, c'est apprendre à détecter ce que notre corps nous dit. Et souvent, on ignore ça. Et malheureusement, la gestion des émotions, si on ignore ce qui se passe dans notre corps, c'est compliqué d'accueillir l'émotion, en fait. Donc il faut être réceptif aux signaux que le corps nous donne. Très bien. Et
Alors, dans Active et Béni, comme tu le sais, Aïna, on aime aussi aborder les choses avec une dimension spirituelle. Oui. Bon. Donc, tu as abordé la foi tout à l'heure. Tu l'as un peu. Est-ce que tu pourrais nous préciser quel rôle peut jouer la spiritualité ou la foi dans la gestion des émotions? Oui, bah déjà, ce qui est important, ce qu'il faut savoir, donc moi déjà, je suis de confession musulmane. Et donc la foi m'aide beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà la foi c'est la paix. Déjà ça apporte la paix, ça apporte aussi la tolérance et ça apporte surtout un cadre, une ligne de conduite qui nous permet déjà de relativiser certaines choses. Parce que déjà quand on est croyant et qu'on vit des épreuves, on sait qu'on va se raccrocher à sa foi déjà. Et donc c'est déjà une grande aide. Et après, dans la foi aussi, ce qui est important, c'est que ça nous apprend aussi comment on doit se comporter, déjà vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Oui. Donc, du coup, ça nous en apprend beaucoup. Et, en effet, je n'ai pas toujours été complètement à fond dans ma religion. C'est vrai que de plus en plus, en prenant de l'âge, je suis de plus en plus concentrée sur ma foi et je me rends compte de beaucoup de choses. Et je me dis que c'est une richesse aujourd'hui de pouvoir comment dire, être croyant. Voilà, c'est une richesse. C'est une richesse pour toi et pour ta famille aussi. Exactement, pour ma famille et du coup d'inculquer aussi cela à mes enfants puisque c'est important d'être guidé par notre foi. Et ça te permet, je suppose, de garder confiance et dans les moments difficiles aussi de traverser, ce que tu disais, ça apporte la paix. Tout à fait. C'est-à-dire que dans les moments où c'est très dur, où on va douter, où on ne sait pas si ce qu'on fait c'est bien ou mal, ou est-ce qu'on aura la solution qu'on attend ou pas. C'est vrai que moi je suis quelqu'un, je parle beaucoup toute seule, mais c'est plutôt, je parle à Dieu, on va dire, plutôt ça. Et où je vais dire mes pensées tout haut. Et parfois, j'ai l'impression que je suis entendue. Oui, c'est une réponse. Voilà, donc ce sont des c'est prières. ça, exactement. Donc, ce n'est pas en vain. C'est pas en vain. C'est-à-dire, voilà, à chaque fois, je peux dire une anecdote rapidement. Par exemple, je le cite dans mon livre, d'ailleurs, cet exemple-là. Lorsque je me suis retrouvée sans domicile fixe avec mon fils et que j'étais sur un banc avec mes affaires et mon fils à côté de moi et j'ai levé le ciel les yeux vers le ciel et j'ai imploré Dieu en disant mon Dieu comment je vais faire, c'est bientôt l'anniversaire de mon fils, j'ai nulle part où aller. Et là mon téléphone a sonné et c'est une amie que j'avais pas eue depuis des mois qui m'appelle, je lui explique la situation dans laquelle je suis puis elle me dit non tu prends tes affaires, tu viens avec ton fils. Donc c'est vraiment voilà, cet exemple-là que j'ai et voilà, c'est ça qui me permet de me dire il faut que je me raccroche à ma foi parce que ça m'aide vraiment. Ça t'aide à expérimenter. Oui. On arrive sur une question une question essentielle. Est-ce qu'on peut réellement sortir plus forte des épreuves de la vie? Est-ce qu'on en sort forcément plus forte? Oui. Alors moi je dirais, parce que c'est vrai que quand on voit le titre de mon livre, l'éclosion d'une femme forte, alors souvent on fait l'amalgame et on me dit oui t'es la femme forte, mais toi t'es forte, etc. Mais non, je suis forte effectivement parce que j'ai vécu des choses et j'ai dû développer une force pour pouvoir m'en sortir. Donc c'est ça en fait, c'est plutôt tout ce que j'ai fait pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir me relever, pour être là aujourd'hui, pouvoir témoigner avec Nathalie, c'est parce que j'ai vraiment tout fait pour m'en sortir et pouvoir me relever et m'accomplir pour arriver là où j'en suis. Et donc c'est ça cette force. Mais ça ne veut pas dire que je suis forte pour autant, parce que j'ai des moments où je suis comme tout le monde, où je vais douter, je vais pleurer, il y a des jours j'ai envie de rester couchée. Voilà, ça ne veut pas dire que je suis forte à 100%, non, je suis comme tout le monde. Mais il y a des moments où on a... C'est encore enfin, si je peux me permettre, tu as transformé tes blessures en force. Voilà. Tu gardes une certaine vulnérabilité. Exactement. Mais tu es fort dans le sens où
tu as su traverser, te relever. Exactement, c'est ça. Exactement. Donc il ne faut pas tout mélanger et penser que je suis forte sans pouvoir m'effondrer. Je peux toujours m'effondrer. Voilà, mais nous sommes tous vulnérables. C'est ça. Ce qui est important, c'est d'avoir su se relever parce que Exactement. le plus gros échec, c'est de rester sur ses défaites et de ne pas avoir la résilience pour se relever. Exactement. Alors, et si tu pouvais parler directement à une femme qui nous écoute aujourd'hui et qui traverse une période difficile, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Alors, je lui dirais qu'elle n'est pas seule, déjà d'une part. Il n'est jamais trop tard pour se relever, pour se sortir de ses difficultés, de se dépasser. Qu'il y a des aides qui existent et que les épreuves douloureuses, ça fait partie de la vie. Donc c'est des choses qui arrivent. Peu importe les épreuves, puisqu'il y en a des moindres et des plus difficiles. Mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a comme je disais tout à l'heure, il y a des aides qui existent. Donc il ne faut pas hésiter à s'en saisir pour pouvoir vraiment se sortir de tout ça, pouvoir se relever, se dépasser et aussi pouvoir se réaliser, parce qu'il n'est jamais trop tard. C'est pas parce que vous avez eu des enfants, que votre vie de couple n'a pas fonctionné, que ça y est, il faut rester là où vous êtes. Bien au contraire, vous avez plein de choses à explorer et peut-être une mission de vie aussi à découvrir et pouvoir l'accomplir. Voilà. Merci Enda, merci vraiment pour le partage de ce message d'espoir que merci Nathalie. Tu délivres. Alors, on termine avec quelques questions rapides. Oui. Quelle est l'émotion que tu as appris à apprivoiser? Est-ce que tu les apprivoises toutes? Certaines, une que tu domines mieux Alors, je dirais ce que j'ai appris et que j'essaie d'appliquer. Je ne dis pas que c'est parfait, parce que personne n'est parfait. C'est de pouvoir lâcher prise. Lâcher prise, parce que je me mettais beaucoup la pression. Donc là, mon but, c'est de diminuer la pression que je me mets dans tout. Donc j'ai commencé. Ça porte ses fruits. Je vois que ça porte ses fruits. C'est-à-dire qu'avant, le moindre truc, j'angoissais, je stressais parce que c'était pas fait. J'avais pas, les délais n'étaient pas... j'avais dépassé les délais, etc. Donc je me mettais une pression pas possible. D'ailleurs, il y a 3 ans de ça, j'ai fait un malaise au travail parce que justement, j'angoissais tellement que j'ai fait une crise d'angoisse. Les pompiers sont venus me chercher. Et quelques temps après, j'avais participé à un Zoom justement sur la gestion des émotions. On y revient toujours. Et j'avais parlé de cet épisode qui m'était arrivé il y a quelques semaines plus tôt. Et la personne m'a dit, il faut faire un choix. Soit tu vis, soit ta vie s'arrête. Qu'est-ce que tu choisis? Et j'ai dit, je choisis la vie, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, à partir de là, j'ai compris qu'il fallait s'arrêter de s'angoisser. Par exemple, je prends un exemple maintenant, aujourd'hui, par rapport à il y a 3 ans. Je travaille toujours à la mission locale, je suis toujours conseillère en insertion professionnelle. Et donc, le directeur m'a donné une deadline pour faire un rapport à mettre dans le rapport d'activité. Et le jour J, on avait une réunion pour demander, oui alors, le rapport, montre-nous ce que tu as fait, etc. J'ai dit, je n'ai pas finalisé. Alors qu'avant, je me serais mis la pression pour finir le jour J. Ah oui, j'ai appris. Voilà, donc là j'ai appris et finalement ça a été bien pris. Le directeur a dit, c'est pas grave, quand est-ce que tu auras fini pour qu'on puisse se revoir, pour pouvoir finaliser. J'ai dit, dans 2 jours, ce sera fini. Donc en confiance. Voilà, donc du coup, j'ai repris confiance en mes compétences. C'est pas parce que je dois finir vite que ça va montrer mes compétences. Mes compétences, c'est aussi de dire qu'à un moment donné, on ne peut pas. Mais savoir dire stop, et c'est aussi pour moi, parce que du coup ça m'évite de me mettre la pression, de m'angoisser, de me mettre du stress inutile, et finalement 2 jours après, mon travail était prêt, et voilà. Oui, quelle leçon. Un livre ou une ressource qui t'a marqué, que tu pourrais conseiller? Un livre qui m'a marqué, c'est Ta deuxième vie commence lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une. De quel auteur? De Raphaël Giordano. D'accord. Ouais, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, je l'ai relu 3 fois, je crois.
Ah oui. Tellement j'ai aimé parce que effectivement ta deuxième vie commence quand tu comprends que, tu n'en as qu'une. En fait, on n'a qu'une vie. Donc c'est maintenant qu'il faut faire tout ce qu'on a envie de faire parce que quand est-ce qu'on le fera? En restant aligné avec ses valeurs. Voilà, exactement. Rester aligné avec ses valeurs et puis toujours garder cette ligne, être aligné avec soi en fait. Voilà. Une habitude qui a changé ta vie? Alors, une habitude qui a changé ma vie. Attends, est-ce que je notais ça? Je ne sais plus. Une habitude qui a changé ma vie. Oui. Alors, c'est vrai que maintenant aussi, ce qu'il y a, c'est que j'ai compris, parce qu'une fois, après avoir écrit mon livre, ce que j'ai compris, c'est que l'écriture, pour moi, c'était un exutoire. Pour moi, l'écriture a été une thérapie. Donc, c'est vrai que des fois, quand je craque, quand c'est dur, je me remets à écrire. Parce que l'écriture, le fait de libérer les mots sur le papier, on se libère du poids qui est là, en fait, qui ici, on s'en libère. C'est vrai que, parce que j'avais fait l'accompagnement avec toi, tu m'avais fait des exercices d'écriture, et c'est vrai que ça libère. Ouais, c'est vrai, exactement. Et c'est ce que j'utilise dans mon accompagnement, en effet, Nathalie en est la preuve. Oui. C'est que, effectivement, et en général, ça libère beaucoup de choses. Ça libère beaucoup de choses et ça ouvre aussi des possibilités. Ouais. Et enfin, ta définition d'une femme active et bénie. Alors, ma définition d'une femme active et bénie, c'est déjà de trouver sa mission de vie et de travailler pour l'accomplir. Merci beaucoup Enda. Merci pour Nathalie. ce partage, cet échange riche, sincère et inspirant. Vraiment. Merci à toi pour l'invitation. En tout cas, je suis ravie. Alors, dis-nous, est-ce que nos auditrices et nos auditeurs peuvent te retrouver? Alors, mes auditrices et mes auditeurs peuvent me retrouver sur Facebook, Instagram, bon, LinkedIn un petit peu, mais c'est plus Facebook, Instagram. Et puis là, bientôt, il y aura du nouveau, donc j'aurai des newsletters, etc., qui vont arriver dans quelques mois. Donc, vous soyez patients. Soyez patients et n'hésitez pas à aller sur les comptes Instagram et Facebook pour aller suivre Enda, que je mettrai qui seront en commentaire de cet épisode. Alors merci à vous toutes et à vous tous aussi, puisqu'on a quelques auditeurs, d'avoir écouté cet épisode d'Active et Béni. Si cet échange vous a parlé, n'hésitez pas à partager autour de vous à une sœur, à une amie, quelqu'un qui en a peut-être besoin aujourd'hui. Prenez soin de vous, de votre cœur, de vos émotions. Et rappelez-vous, même dans les épreuves, vous êtes active et vous êtes bénie. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye, à bientôt.